Serge Hoireau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio de freedom.fr. Merci de m'avoir invité. À celles et ceux qui nous regardent. Alors, vous êtes maire de la Petite-Île, vous êtes conseiller départemental, vice-président du département, délégué à l'agriculture et aux affaires européennes. C'est bien cela. Justement, à propos des affaires européennes, je vais vous parler un petit instant des dernières élections européennes et pour rappeler que vous avez soutenu Younous Omarjee, le candidat de France Insoumise. Ça veut dire quoi que vous êtes insoumis? Non, pas du tout. Je crois, moi, en la valeur de l'homme. Et c'est comme ça que nous travaillons aujourd'hui. Nous le faisons au sein du conseil municipal à Petite-Île. Je le fais dans la majorité au département. Je sais reconnaître la valeur de l'homme, sa capacité à défendre l'intérêt général et à défendre l'intérêt de la Réunion. C'est ce qui a guidé mon choix. Et oui, j'ai voté Younous Omarjee. Cela ne veut pas dire pour autant que j'ai voté France Insoumise ou que je suis encarté France Insoumise. D'ailleurs, depuis que je suis élu, j'ai toujours gardé toute ma liberté d'expression, ma liberté de positionnement. Ce qui me guide aujourd'hui, c'est d'abord l'intérêt de la commune de Petite-Île. Et depuis que je suis élu au département, on m'a fait confiance, on m'a confié la délégation agricole. Je me bats pour défendre les intérêts du monde agricole dans son ensemble, intérêts du monde agricole sur le plan local, national, mais également au niveau de Bruxelles avec cette délégation que j'ai aux affaires européennes. D'accord, vous n'avez pas voté pour l'étiquette, mais pour l'homme, pour le travail qu'il a accompli. Mais en parlant d'étiquette, vous en avez une, vous, politique? Alors, moi, j'ai plutôt une sensibilité de gauche. Il est vrai que j'ai été élu depuis 1995 aux côtés de Christophe Payet, Parti Socialiste, puis lui-même s'est éloigné du Parti Socialiste, mais a gardé toute sa sensibilité de gauche. Mais je suis surtout un homme d'ouverture. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que ce n'est pas parce que j'ai voté Younous Omarjee que je ne partage pas un certain nombre de décisions qui peuvent être prises au niveau gouvernemental, par exemple. Puisque je crois qu'aujourd'hui, on avance dans une France en grande difficulté et il y a nécessité de prendre un certain nombre de décisions, de présenter un certain nombre de réformes, comme dans la fonction publique, comme dans les retraites. Il y a aujourd'hui urgence à apporter des solutions pour sortir la France dans l'ornière dans laquelle elle se trouve. Vous avez voté Younous Omarjee, bon, qu'on le veuille ou non, il est quand même France Insoumise. Oui. France Insoumise est considérée comme un parti d'extrême gauche, d'accord? Et on a vu aux dernières européennes qu'il y a une montée des extrêmes à La Réunion. Est-ce que de par votre vote, vous vous sentez un peu responsable de cette montée des extrêmes à La Réunion? Non, moi je crois qu'à La Réunion, nous avons une situation particulière. Certes, le résultat du Rassemblement national peut surprendre, mais quand on est sur le terrain, on sent bien qu'il y avait une volonté affichée de la part de la population de faire un vote sanction. Sanction contre les 15-20 dernières années qu'on a connues dans la politique gouvernementale. Ce n'est pas simplement une sanction contre le gouvernement actuel, mais sans doute un marasme complet qui a ressurgi. Et puis cette tendance, nous l'avons déjà vu sur d'autres élections où le Front National, avant d'être Rassemblement National, arrivait dans des positions surprenantes, mais qui se confirment. S'agissant du vote France Insoumise, je crois que c'est un vote plutôt à gauche qui s'est opéré à La Réunion, puisque les partis traditionnels, le PS est inexistant, le Parti communiste n'est plus le Parti communiste tel que nous l'avons connu avec ce grand visionnaire qui était Paul Vergès. Et c'est vrai qu'il y a une certaine sympathie accordée à Younous Omarjee à La Réunion. Et j'ai moi-même conseillé à Younous de faire sa politique seul à La Réunion, sans les ténors de la France Insoumise, parce qu'il n'avait pas besoin de capitaliser avec ces personnes. Il a un aura. Il a une reconnaissance du travail fait. Il était quand même élu meilleur député européen en 2018 par ses pairs. C'est une véritable reconnaissance que La Réunion a accordée à Younous. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes maire de Petite-Île depuis 2014. Donc là, vous êtes à quasiment 9 mois de votre mandat, à la fin du mandat. Est-ce que vous serez candidat en 2020 ? Alors comme je l'avais dit lors de mon point presse où j'avais convié à la presse pour la présentation du bilan 2014, 2019, 2020, je suis actuellement dans ma population, je mène une série de réunions de quartier pour mesurer l'adhésion de la population à notre bilan. Cette tournée des quartiers n'est pas terminée.
il nous en reste encore une bonne dizaine de réunions. Je ferai le bilan moi-même de ces rencontres avec la population, mais c'est clair, cette incertitude que j'ai pu laisser montre combien la population est très attentive, combien la population de Petite-Île, et je lui en remercie, apporte aujourd'hui un soutien à l'équipe municipale en place. Elle se déplace, elle vient assister à ces réunions de quartier. Une équipe qui n'a pas vraiment d'expérience politique. Mais... Le seul politicien de la bande, ouais, c'est moi. C'est vous, oui. Voilà. Et c'est vrai que j'ai su constituer une équipe de personnes volontaires, des personnes dévouées également. Et quand on dit dévouement, on parle de désintéressement. On est vraiment là pour la cause publique, pour être au service de la population de Petite-Île, des Petites-Îloises et des Petits-Îlois. Et la population l'a bien remarqué. Et je suis aujourd'hui plutôt serein. Maintenant, je ferai et j'annoncerai à ma population d'abord ma décision pour mars de l'année prochaine. Oui, mais vous nous donnez une date, quand est-ce que vous prendrez cette décision? J'attends de voir, et ça il est important, quels seront les candidats qui seront face à l'équipe sortante. Je ne serai pas le premier à dégainer. Je suis le maire, je dois poursuivre mon mandat jusqu'en mars 2020. Lorsque le moment sera venu, j'annoncerai à ma population et bien évidemment, la presse sera tenue informée. D'accord. Mais quand vous êtes arrivé à Petite-Île, vous, c'est votre premier mandat de maire, on l'a dit. Dans quel état avez-vous trouvé la commune? Alors, la situation à Petite-Île était un peu particulière. La commune était dans une certaine léthargie puisque dès 2012, mon prédécesseur avait lâché du lest. Prédécesseur, je rappelle, c'est Guito Ramoun, qui est l'ancien maire. Qui est l'ancien maire. Et il y avait aussi un désaccord profond au sein de son équipe municipale. Et les services municipaux étaient avec un encéphalogramme plat. Ce qui nous a fait récupérer une commune, une collectivité plutôt endormie. Il a fallu relancer cette machine et sur le plan financier, nous avons récupéré un compte administratif de 2013 avec moins 97 000 euros. Donc il nous a fallu dès 2014 serrer les boulons, ce qui nous a permis de sortir avec une épargne nette de 14 000 euros à la fin de l'exercice 2014. On a gagné donc 121 000 euros en un an pour redresser la barre. Et puis petit à petit, nous avons reconstitué notre bas de laine, même si on a dû faire face à une baisse drastique des dotations de l'État, moins 1 million sur le budget de la commune de Petite-Île, budget de fonctionnement. Donc on a fait appel à nos contribuables. Et vous avez augmenté les impôts de 9%, mais cette augmentation d'impôts fait que Petite-Île reste la 4e commune la moins chère de l'île. D'accord. On a juste récupéré 600 000 euros. On a prélevé 600 000 euros supplémentaires. On est passé de 2,6 millions de recettes fiscales à 3,2 millions. Il fallait passer par là pour pouvoir maintenir l'équilibre budgétaire. Et aujourd'hui, quand on va devant notre population et quand on présente ce bilan et qu'on leur explique quelles étaient les raisons pour lesquelles nous avons fait cette augmentation d'impôts et que le résultat aujourd'hui est sous les yeux des contribuables, ils sont rassurés. Et ça s'est concrétisé comment? Au niveau des équipements, au niveau des constructions, quelles ont été les actions très fortes par exemple? Par exemple, on a mis beaucoup de moyens sur la remise en état des voiries communales. Depuis que nous sommes arrivés, 8 millions ont été investis, 51 km de voiries refaites à Petite-Île, en enrobé. On a aussi pu avoir le soutien de la collectivité départementale pour la sécurisation des déplacements piétons et le resurfaçage des routes départementales. Ce n'est pas rien. Actuellement, nous avons un chantier de 4,5 millions sur le quartier de Ravine-du-Pont. C'est important. Et nous avons également remis en état le patrimoine bâti. Le gymnase de Petite-Île, par exemple, où il fallait refaire une grosse réhabilitation. Nous avons obtenu le soutien de la région à travers le plan de relance et avec ces financements, nous avons pu remettre en état un certain nombre de bâtiments, plusieurs ravalements de façades. On a redonné de la couleur à Petite-Île. Et puis, bien sûr, nous sommes partis sur nos propres projets, le restaurant scolaire Fleur de Cannes à Manapany-les-Bas. Nous sommes en train de lancer des travaux pour la création d'une maison d'éveillés à Petite-Île. Ça va sortir de terre d'ici la fin de ce mois. Nous avons également engagé des travaux pour la création de nouvelles voiries, notamment des voiries de desserte des exploitations agricoles, avec le soutien de l'Europe, le conseil départemental et la commune de Petite-Île. Petite-Île est actuellement une commune chantier. Une commune chantier, et je crois que, et là ce sont les administratifs qui me témoignent,
c'est sans doute la première fois qu'à l'aube d'une élection, nous soyons autant engagés dans les travaux à Petite-Île. Et nous avons atteint, là, au mois de juin, fin juin, 2 millions d'investissements, à peu près un peu plus de la moitié de ce qu'on est capable de mettre. Et ça montre bien que la dynamique, elle est là, que nous ne regardons pas derrière, nous regardons bien devant ce qui va se passer pour Petite-Île, l'avenir de notre commune en dépend. D'accord. Il y a beaucoup de chantiers ouverts. Vous êtes en train de nous dire, en quelque sorte, il vous faut encore un peu de temps pour concrétiser tout ça? Je crois que encore un mandat? Il est évident que si on veut porter des projets, un mandat, c'est sans doute trop court. Et je suis celui qui dit, notamment, que pour moi, un mandat de maire, ça devrait être 7 ans, renouvelable une fois. 14 ans à la tête d'une commune, c'est le temps nécessaire pour porter, par exemple, un projet d'aménagement. Nous avons les travaux sur Grand-Anse. Grand-Anse qui a fait l'objet de plusieurs débats avant 2008. On nous avait à l'époque taxé de vouloir privatiser cette plage au profit d'un hôtel. Nous avons réussi aujourd'hui à démontrer le contraire, que ça n'a jamais été notre volonté. On a su faire adhérer le plus grand nombre. Les associations ont été à nos côtés, l'association citoyenne de Saint-Pierre ou encore le CEMAC qui au départ était très réticents à l'aménagement du site de Grand-Anse. Ils ont été des partenaires essentiels pour la bonne réussite de cette opération. La Civis, la région et l'Europe financent ces travaux. Plus de 4 millions qui sont investis actuellement sur la plage de Grand-Anse, l'arrière-plage. Et nous, au niveau municipalité, aujourd'hui, on réfléchit sur notre projet de bassin de baignade. D'accord. Et quand vous êtes arrivé en 2014, en général, on sait que quand un maire arrive, il y a toujours une chasse aux sorcières au niveau du personnel communal. Je vous pose cette question parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, vous avez été auditionné, enfin entendu par des gendarmes dans le Sud. C'était dans une affaire de harcèlement moral. Je sais, on en est où là maintenant? Ben, je suis comme vous. Ouais. J'attends le résultat de l'enquête menée par les gendarmes, dossier sans doute sur le bureau du procureur ou du vice-procureur. Mais cette affaire n'est pas liée à une chasse aux sorcières. Ouais. Lorsque je suis arrivé à Petite-Île, j'ai pris solennellement l'engagement, le dimanche 30 mars au soir, sur le parvis de la mairie, qu'il n'y aurait aucune chasse aux sorcières à Petite-Île. Et il n'y en a pas eu. Il faut savoir que ces personnes qui ont engagé une procédure de harcèlement contre moi l'avaient fait également auprès de l'ancien maire. Et ces personnes, ces mêmes personnes aujourd'hui, essayent de nourrir une opposition en face de moi. Donc on voit bien aussi qu'il y a peut-être d'autres intérêts que des intérêts professionnels dans cette affaire. D'accord. Il nous reste une quinzaine de minutes, Serge Voiraud, je vous l'avais dit tout à l'heure, ça passe très vite. On l'a dit également, vous êtes vice-président délégué à l'agriculture et aux affaires européennes, mais hier matin au département, il a beaucoup été question de l'agri-pays, ce rapport que vous avez présenté aux élus. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? D'abord, je dois vous dire que je suis fier d'avoir obtenu cette délégation, d'abord avec la présidente Nassima Nada. Je n'étais pas alors vice-président, puisque moi j'avais dit que ce qui m'importait le plus, c'était la délégation. Ça, c'était après votre élection 2015. Tout à fait. Et la confiance qui m'a été accordée aujourd'hui m'a permis, à mon sens, de faire avancer les dossiers de l'agriculture. Et nous voulons maintenant poser une vision pour l'agriculture à La Réunion. Et nous avons engagé cette étude depuis février 2018. La présentation du rendu des travaux menés en atelier avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble du monde agricole, était nécessaire. Et c'est vrai que le hasard veut que cette présentation arrive au moment où nous venons d'apprendre des nouvelles qui ne sont pas tout à fait rassurantes pour le monde agricole. Je pense à l'aide compensatoire. Tout à fait, je pense à la filière Cannes. Je pense également au fait que l'État membre ne va pas abonder l'enveloppe du SIOM pour accompagner les filières agricoles, les filières maraîchage, fruitières ou encore les filières viande à La Réunion. Et aussi, on est au cœur de la discussion du prochain programme européen. Donc, cette présentation, c'était aussi pour partager avec les élus de la collectivité départementale des premiers grands objectifs, premières grandes orientations que nous voulons donner à l'agriculture de demain. Et cette agriculture de demain, tout le monde le sait, est fragile. Cette agriculture a besoin du soutien des collectivités,
du département, puisque je rappelle que c'est la collectivité départementale qui a la compétence agricole, que c'est la collectivité départementale qui est autorité de gestion des fonds FEADER, et nous irons également défendre cette position auprès de Bruxelles et auprès de l'État membre. Je crois que nous sommes aujourd'hui à un tournant. Il faut qu'on arrive à se serrer les coudes, et nous l'avons bien vu lors du débat qui s'est tenu hier lors de notre assemblée plénière. La présentation a été accueillie à l'unanimité. C'est un vrai partage. Et tous les dossiers agricoles que nous portons, le soutien aux produits identitaires, le soutien à la filière ananas, le soutien aux filières vanille, tous les dossiers que j'ai pu présenter devant mes collègues du conseil départemental, à chaque fois, nous avons obtenu avec le président Melchior l'unanimité sur nos dossiers. Ça montre bien que l'enjeu agricole est clairement au cœur des préoccupations du conseil départemental. Il y a des perspectives d'emploi encore dans ce domaine-là, Serge Hoareau, au niveau agricole? Oui, je crois que... Parce que vous avez parlé qu'il reste encore 2 à 3 000 hectares en friche à récupérer. Aujourd'hui, au schéma d'aménagement régional approuvé par décret du Conseil d'État en 2011, préparé par la région, il a été identifié 50 000 hectares de terres agricoles. Sur ces 50 000 hectares de terres agricoles, nous avons aujourd'hui 42 000 qui sont cultivées, exploitées, 8 000 terres en friche. Mais dans ces 8 000 terres en friche, il y a des terres qui sont pour moi plus prioritaires que d'autres. Et nous avons identifié aujourd'hui 3 000 hectares de terres agricoles dans des secteurs où la puissance publique a déjà investi. Le basculement de l'eau d'est en ouest, les travaux d'aménagement foncier, je pense par exemple à la Pointe-aux-Sel, au-dessus de la ZAC des Châteaux à Saint-Leu. Il y a des terrains aujourd'hui qui sont équipés, qui ne sont pas forcément exploités, qui sont en friche. Il nous faut les récupérer. Quand je dis nous, c'est la puissance publique, puisque nous avons un foncier qui est rare. Et cette rareté fait que nous devons être très précautionneux. Et notre volonté à nous aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place, avec la société d'épargne d'aménagement foncier, la CEFAR de La Réunion, donc c'est cet outil qui est composé du département, de la région, de la banque verte, du crédit agricole, qu'on puisse mettre en place des GFA boucliers, des groupements fonciers agricoles boucliers dans le sens où on passe des contrats avec des agriculteurs, mais ils ne deviennent pas propriétaires du foncier. D'accord. Et c'est une façon pour nous de commencer à préparer l'agriculture de demain. L'agriculture de demain qui va être rénovée, mais qui va toujours s'appuyer sur 3 grandes filières. La filière canne, avec tout le débat qu'il peut y avoir, sucre, pas sucre, fibre, énergie. C'est un vrai débat. Il faut qu'on en discute. Il faut s'appuyer également sur les filières animales, filières fruits et légumes, végétales, important, puisqu'il faut qu'on parte aussi vers l'autonomie alimentaire. Et sur certaines filières viande, la viande fraîche de poulet, les œufs, même le porc, nous avons atteint un taux de couverture quasiment le 100% sur la filière œufs. Ça montre qu'il y a une vraie dynamique, mais par contre, nous devons faire extrêmement attention, puisque face à l'augmentation de la population, nous avons une augmentation de la consommation. Et si nous n'arriverons pas à produire plus, ce sont les importations qui viendront prendre nos parts de marché. On le voit déjà par exemple pour le poulet, les poulets congelés. Le dégagement, les produits de dégagement. L'Europe nous considère comme un pays de 4e zone. Non, nous avons nous cette force pour produire et c'est ces filières qu'il nous faut encourager. Peut-être qu'il nous faut adapter notre production à l'attente du consommateur. Mais ça, nous y travaillons avec les différentes filières. Mais au-delà de ces 3 piliers, il y a aussi une filière horticole qui est naissante. Il y a aussi une filière miel qui aujourd'hui est essentiel pour le devenir de l'agriculture à La Réunion. Et enfin, nous avons aussi une filière PAPAM, plantes à parfum, plantes médicinales, où nous avons là une niche sur laquelle il nous faut avancer pour pouvoir ensuite proposer. Mais depuis La Réunion, et non pas avec forcément des laboratoires métropolitains. Je sais que certains hommes politiques voudraient que non. Moi, je suis pour la production réunionnaise. J'ai toujours dit, nous les capables. Oui. Alors, production réunionnaise, est-ce que les cantines scolaires, la restauration scolaire, c'est vraiment un vrai marché pour les agriculteurs de la Réunion? Est-ce qu'il y a cette tendance à développer la production locale justement pour pouvoir servir la restauration scolaire? Je crois que quand on est passionné, quand on aime son île,
et on s'occupe de l'agriculture, on aimerait fortement que dans les assiettes de nos enfants, nous puissions avoir des produits de la Réunion. Des produits identitaires, mais des produits de la Réunion. Et pour cela, nous avons démarré une réflexion. Déjà, nous avons signé la fameuse convention Viande Pays. Le département l'a fait. La première commune, ça a été Saint-Philippe, et je rends à César ce qui est à César. Je ne suis pas sectaire comme certains politiques. Moi, je reconnais que Saint-Philippe était la première. Petit-Île a suivi. Le tampon l'a fait également. D'autres communes sont dans la même démarche. Ça, c'est pour les filières organisées, très bien organisées, la filière viande. Oui. Aujourd'hui, il y a un travail à faire sur la filière fruits et légumes. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui la SEM Marché de Gros, qui se situe à Saint-Pierre. Cette SEM Marché de Gros accueille entre 1000 et 1200 agriculteurs, et à l'année, c'est 35% de la production réunionnaise qui arrive sur ce marché de gros. Eh bien, je pense qu'il faut faire évoluer cette SEM pour qu'elle devienne la plateforme d'achat des collectivités locales, et notamment des collectivités qui sont actionnaires de cette SEM. Le département, donc tous les collèges, la région, donc tous les lycées, et les 10 communes adhérentes du Sud, depuis Saint-Leu. Donc ça montre bien. Et ça, c'est à Pierrefonds C'est à Saint-Pierre, sur la zone industrielle numéro 4. Donc il y a là, la mairie de Saint-Pierre met à la disposition de la SEM 2 hectares où se font les transactions, et puis un espace pour les bureaux de la SEM. Mais je crois qu'on pourrait adosser à cette SEM une unité de transformation, et nous pourrons alors passer des contrats de gré à gré avec la mise en place du contrôle analogue, où les collectivités locales adhérentes, actionnaires, pourraient venir donc acheter directement les légumes de Piton-Hyacinthe, des Hauts de la Petite-Île, des Lianes, la Plaine des Grecs, à cet endroit. Donc je crois qu'il y a surtout besoin d'une volonté politique. Et cette volonté politique, je vais la porter devant mes collègues du département, et c'est un objectif que je me donne à l'échéance de 2021. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans le cadre de vos fonctions, en tant que délégué à l'agriculture? Est-ce qu'il faut aller, parce qu'il faut aller convaincre également Paris, Bruxelles, pour les moyens? C'est un travail permanent. C'est un travail permanent parce que souvent, les décisions qui sont prises au niveau national, ces décisions, les membres du gouvernement n'ont pas toujours le réflexe outre-mer. Quand je dis membre du gouvernement, je ne parle pas forcément celui d'Édouard Philippe, je parle de l'ensemble des gouvernements. Là, par exemple, sur un exemple très concret, on voit bien sur les 38 millions pour l'aide compensatoire à la Cannes, enfin 38 millions pour les DOM, 28 millions pour la Réunion. Donc, mais il y a aussi eu une déclaration du candidat Macron lorsqu'il était venu à la Réunion, comme quoi il s'engageait. Donc moi, je crois aussi en la parole de l'homme. Il y a sans doute des discussions, mais à un moment donné, il va y avoir une décision qui viendra du président de la République, en tout état de cause, je le souhaite, parce qu'il nous faut accompagner une période de transition. Il ne peut pas y avoir un arrêt brutal. Et c'est cela que nous irons expliquer à Paris. Ça fait partie de vos fonctions. Ça fait partie. Je vous demandais effectivement. Et je me dis, un élu, il n'est pas simplement élu pour rouler dans le loto et avoir un GSM, parce que c'est souvent la caricature qu'on donne. Un élu. On a beaucoup entendu ça pendant la crise des Gilets jaunes. Mais c'est vrai, que c'est une image peut-être qui nous colle à la peau, mais malheureusement, pas tous les élus sont comme cela. Je ne lave pas plus blanc que blanc, je le dis aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je m'investis. Je suis en permanence sur le terrain à Petite-Île, et je suis en permanence aux côtés du monde agricole, et je défends les intérêts du monde agricole. Et j'irai à Paris, j'irai à Bruxelles pour pouvoir défendre. On a défendu l'enveloppe POSEI. On a pu obtenir le maintien de l'enveloppe POSEI pour la période 2021-2027. Il y a un enjeu majeur qui est celui de la politique agricole commune. Et dans cette politique agricole commune, quelle sera l'enveloppe qu'obtiendra notre État membre, et quelle sera l'enveloppe que notre État membre va consacrer aux régions ultrapériphériques françaises, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Réunion. Il faut savoir que la Réunion reste le meilleur élève dans la consommation des fonds FEADER. Au mois de fin mai, nous étions à 67% de l'enveloppe qui a été engagée. Il nous reste jusqu'en 2021 pour consommer, et je peux vous dire qu'on consomme très vite à La Réunion. Malheureusement, il n'y a pas d'enveloppe Réunion, il y a une enveloppe RUP. Et cette enveloppe RUP, nos collègues des autres territoires d'outre-mer
ne sont pas aussi efficaces que nous. C'est ce qui me fait peur. Et j'irai aussi expliquer à la ministre de l'Outre-mer, j'irai expliquer au ministre de l'Agriculture, au cabinet, aux différents ministères, de dire attention, ne mélangeons pas tout, regardons les bons élèves et les moins bons élèves. Ne faites attention, ne sanctionnez pas le bon élève parce qu'il y a eu des moins bons élèves. D'accord. On va revenir, pour finir, Serge Hoareau, à Petite-Île. Est-ce que vous avez digéré depuis le coup du lycée hôtelier qui vous est passé sous le nez? Non. Je dis non. Non parce Je rappelle que la région devait financer... Je vais vous refaire l'historique. 19 janvier 2006, assemblée plénière de la région, présidée à l'époque par le président Paul Vergès, prend la décision de construire 3 lycées à La Réunion. Un lycée dans le nord-est, un lycée au port, le lycée maritime, et un lycée à vocation métier de l'hôtellerie et de la restauration dans le sud et à Petite-Île. En 2008, nous perdons les élections. Mon prédécesseur n'a pas su défendre la place de Petite-Île à la région. Changement de majorité à la région en 2010. Il n'y a pas d'appointance entre mon prédécesseur et le président de région qui est toujours celui que nous connaissons aujourd'hui. Le dossier n'avance pas. Lorsque je gagne la mairie en 2014, je relance ce projet de lycée. Et le président vient à Petite-Île inaugurer les travaux de l'école Floralie et il prend l'engagement devant la population de Petite-Île et la presse qu'il y aura ce lycée à Petite-Île. Dans son programme des élections régionales de 2015, il écrit noir sur blanc « Construction d'un lycée à Petite-Île ». Jusqu'en 2017, jusqu'au 9 décembre 2017, il affirme, réaffirme et confirme l'existence du lycée à Petite-Île. Et puis tout d'un coup, ça disparaît après le 18 décembre. Il y a les élections du 18 décembre 2017, où moi, je suis resté loyal avec ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont fait confiance. Et j'ai voté Cyril Melchior. D'accord. Vous ne le regrettez pas? Pas du tout. Sauf que vous avez un lycée en moins. J'ai un lycée en moins, mais... Enfin, pas vous personnellement, mais la population. Non, la population. Et c'est là l'erreur du président actuel. Il a cru sanctionner Serge Hoareau. Ce n'est pas Serge Hoareau qui l'a sanctionné. Et si demain il présente un candidat face à moi à Petite-Île, ce candidat devra assumer le choix de Didier Robert de nous enlever ce lycée. Parce qu'il a enlevé à la population de Petite-Île et à la population du Grand Sud. C'est inacceptable de faire de la politique politicienne sur des projets d'équilibre de territoire. Je le dis. Et il l'a dit, il l'a fait, il l'a supprimé et il a fait valider lors d'une des dernières commissions permanentes au département l'implantation de ce lycée à l'Étang-Salé, comme par hasard. Mais je peux vous dire que oui, je l'ai gardé à travers de la gorge parce que j'estime que ce ne sont pas avec des hommes comme cela que nous allons construire l'avenir de la Réunion. On n'est pas en train de jouer au poker quand on travaille à l'aménagement du territoire. On doit avoir des projets pour notre île, on doit être passionné par l'action que nous menons et nous devons aimer notre île. Et c'est toute la grandeur qu'avaient d'autres élus, ou qu'ont d'autres élus, mais que n'a pas M. Didier Robert. Merci beaucoup, M. Serge Hoareau. Nous avons consommé le temps qui nous était imparti. Merci pour cette invitation. Et quant à moi, je vous retrouve avec un autre invité jeudi prochain. Merci. À très bientôt.